À tous, bienvenue au webinaire Perspectives des risques 2026. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez bien en mettant un petit pouce, s'il vous plaît? Parfait, merci. Si pendant le webinaire vous rencontrez des soucis techniques, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone via le numéro qui est indiqué dans le mail de confirmation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Un temps dédié sera consacré en fin de séance pour y répondre. Béatrix, Christophe, Philippe, la parole est à vous. Bien, eh bien, bonjour à tous et peut-être devrais-je dire rebonjour, tant il est vrai qu'on se rend compte durant l'année, lors de nos rencontres, que vous êtes nombreux à nous suivre pour ce webinaire tous les ans. Notre métier chez International SOS, vous le savez, c'est de protéger la santé et la sécurité des salariés, de nos clients dans le monde entier et 24 heures sur 24. C'est pourquoi tous les ans, au mois de décembre, dans un moment de pause et de prise de recul, de hauteur, nous publions 2 documents qui visent à aider les entreprises à se projeter en les éclairant sur les risques santé et sécurité qui pèseront sur leurs collaborateurs l'année suivante. Ces 2 documents sont d'une part une carte des risques qui permet de visualiser rapidement les différents niveaux de risque de chaque pays et d'autre part un rapport très complet qui va beaucoup plus en profondeur dans l'identification et la compréhension de ces risques. Je m'appelle Christophe Subtil, je suis chargé de stratégie au sein du bureau de Paris d'International SOS. Et pour présenter ces 2 documents, ce matin, je suis entouré de 2 experts que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, puisqu'ils vous accompagnent ici en France et même en Europe toute l'année. Béatrix Renaud, à ma droite, qui est notre responsable sûreté régionale, ici, basée à Paris. Bonjour à tous. Bonjour Béatrix. Et le docteur Philippe Guibert, directeur médical, responsable du conseil en entreprise pour la région France, mais aussi Europe, Middle East, Africa. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Commençons par la carte des risques. C'est un document de synthèse graphique qui est le fruit de l'analyse par les experts d'International SOS de nombreuses données externes et internes. Elle existe sous forme papier, qui est à l'écran, que vous connaissez bien. C'est celle que l'on vous remet lorsque vous nous visitez dans nos bureaux ici à Levallois-Perret ou qu'on vous remet lors de nos événements. Et elle est également disponible, bien sûr, sur simple demande. À noter que pour la première fois cette année, c'est une nouveauté, elle reflète en fond de carte, en termes de coloration, le niveau de risque sûreté, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt le risque santé. Alors, Philippe, Béatrix, pourriez-vous vous rappeler en quelques mots la manière dont sont classés, hiérarchisés ces risques? Oui, bien sûr, Christophe. Comme vous le savez, le niveau de risque santé repose sur une analyse combinant plusieurs facteurs, notamment l'accès et la qualité aux services d'urgence, les soins ambulatoires, les évacuations, mais aussi la capacité à pouvoir transporter les personnes d'un lieu à un autre, la qualité des médicaments, le risque infectieux, le risque environnemental également lié au changement climatique, et puis en particulier les obstacles administratifs, culturels, linguistiques qui peuvent affecter l'accès aux soins. Donc ce niveau de risque unique est attribué à chaque destination, comme pour la sécurité. Cependant, comme on le sait, cette situation santé médicale, elle peut varier fortement à l'intérieur d'un même pays. Comme on le sait, évidemment, en certaines grandes villes, la qualité des services médicaux est meilleure par rapport aux zones rurales ou isolées qui peuvent s'ouvrir d'un accès aux soins limité en termes d'infrastructures et de spécialistes. Et l'évaluation du risque sécuritaire, lui, mesure les menaces pesant sur les employés liées à différents facteurs. D'abord, la violence politique, donc qui inclut le terrorisme, les insurrections, les conflits armés, les troubles sociaux, violences sectaires, communautaires ou ethniques, la criminalité, qu'elle soit violente ou opportuniste. Mais on vient aussi regarder la qualité des infrastructures de transport, l'efficacité des services de sécurité d'urgence, l'état de droit et l'exposition aux catastrophes naturelles. L'édition 2026 conserve la structure à 5 niveaux de risque, mais elle introduit une approche plus granulaire, avec des classifications plus détaillées, plus explicites, plus adaptées à l'analyse régionale, zonale que souhaitent nos clients. Quelles sont les principales évolutions à prendre en compte pour la carte 2026? Alors, en ce qui concerne la santé, l'évolution est relativement limitée puisque seule l'Inde évolue du risque élevé au risque moyen, qui reflète une amélioration générale des conditions sanitaires, non seulement dans les grandes villes auxquelles je faisais référence tout à l'heure, mais également dans les zones un peu plus isolées. Donc, c'est la véritable évolution notable pour cette édition 2026 en matière de santé. Et en matière sécuritaire, alors de manière non exhaustive, mais pour vous citer quelques
changements marquants. La Mongolie, par exemple, est un pays qui passe du niveau modéré au niveau faible. Et cela fait suite à une mission terrain que nous avons conduite dans ce pays en septembre dernier. À l'inverse, on a des pays comme l'Iran, qui était précédemment au niveau national considéré comme étant de risque modéré, qui ont vu le risque pays rehaussé. Donc l'Iran est désormais évalué en risque élevé chez nous. Et des pays comme le Myanmar ou le Niger sont eux passés en risque extrême en raison d'une dégradation notable du climat sécuritaire. Et puis, à l'instar de ce que disait Philippe, au sein d'un même pays, vous le savez, il peut y avoir des variations de niveau de risque au niveau régional. Et donc, plusieurs pays ont fait l'objet d'une réévaluation régionale ou sous-nationale. C'est le cas du Liban, c'est le cas de la Syrie, pareil, dont nous revenons, qui a vu certaines régions, notamment grandes villes et alentours, avoir leur risque diminué d'extrême en élevé. C'est le cas aussi de la capitale de l'Irak, Bagdad, qui a vu son risque passer d'extrême à élevé. Et puis, pour changer de continent, certaines régions du Mali sont passées en risque extrême, d'autres l'étaient déjà. Et c'est la frontière malienne du Sénégal qui est passée de faible à modéré. Donc, voilà, c'est un aperçu non exhaustif, mais ça vous donne quelques indications. Très bien. Concentrons-nous maintenant sur le rapport qui, comme je vous le disais en introduction, va beaucoup plus en profondeur et dans l'analyse que la carte par définition. Il est le fruit d'une étude menée dans le monde entier à l'aide de 4 contributions différentes. D'abord, l'analyse d'un conseil pour la résilience des collaborateurs, composé d'experts externes, membres d'associations, de conseils d'administration, d'organisations intergouvernementales, tous spécialisés dans la gestion de la santé et de la sécurité des salariés à l'international. Puis le résultat d'un sondage en ligne effectué avec notre partenaire ECHO auprès de décideurs ou de personnes qui ont une influence directe sur les décisions majeures prises dans les entreprises, je vais y revenir. Ensuite, sur une analyse détaillée et factuelle des risques médicaux et sécuritaires pour chacun des pays. Enfin, et c'est très important, sur la remontée d'informations terrain de nos propres experts d'International SOS, présents sur plus de 1000 sites dans 90 pays. Nous restons très attachés à prendre en compte leur avis chaque année pour valider ou nuancer les résultats de l'étude. Je reviens une seconde sur le sondage. C'est sa 10e édition et c'est donc son grand intérêt, car il permet d'identifier sur une durée significative désormais des tendances, des inflexions, d'éventuelles ruptures. Il a été effectué d'août à septembre dernier dans 94 pays, auprès de plus de 800 participants, dont un peu plus de 200 en Europe. Je le disais, les sondés sont tous des dirigeants responsables de la santé ou de la sécurité de leurs collaborateurs, et le rapport de ce sondage, disponible en 5 langues, se veut illustratif, détaillé et exploratoire. Ces résultats s'articulent autour de 3 grandes questions clés. Comment les sondés ont-ils perçu l'évolution des risques au cours des 12 derniers mois? S'est-il agi plutôt d'une augmentation, d'une diminution, d'une stabilité? Comment anticipent-ils aujourd'hui l'évolution des risques pour l'année à venir? Enfin, dans quelle mesure leurs perspectives budgétaires suivent-elles ou non cette exposition croissante aux risques? Alors, Béatrix, Philippe, comment les sondés ont-ils répondu? Alors, sur le plan sécuritaire, 64% des répondants déclarent une hausse marquée des risques au cours des 12 derniers mois et 65% d'entre eux anticipent une poursuite de cette tendance l'année prochaine. Pour ceux qui nous suivent et qui se souviennent des statistiques des années précédentes, vous verrez que c'est globalement similaire, c'est une tendance qui est donc consistante avec les années précédentes. Ce qui est intéressant dans cette édition, et c'est bien la première fois qu'on l'a fait, c'est qu'on vous a posé aussi une question sur les ressources, sur les budgets qui sont alloués pour faire face à ce risque sécuritaire, à cet environnement sécuritaire qui évolue et qui, donc, selon vous, connaît un accroissement des risques. Ce qu'il en ressort, c'est que l'exposition au risque augmente plus rapidement que les budgets qui sont alloués par les entreprises. C'est-à-dire qu'on a un décalage aujourd'hui qui constitue une préoccupation majeure pour vous, pour les organisations, et ça amène plusieurs axes de réflexion, puisque le constat est qu'au mieux, les ressources
humaines, financières, techniques sont stagnantes, mais au pire, elles sont en diminution. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une configuration, et je pense que vous vous retrouverez dans ce que je vais dire, mais dans une configuration où on doit faire plus avec moins, on doit faire face à plus de risques avec moins de ressources. Donc, comment aligner ces ressources avec cette hausse perçue et tangible des risques, et quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour renforcer la résilience de son entreprise face à cet environnement. Alors, l'évolution des risques pour la santé et pour le bien-être procède de la même dynamique, à savoir un facteur d'augmentation généralisé, que ce soit en rétrospective ou en prospective. Par contre, à la différence des risques de sécurité, les facteurs d'augmentation sont proportionnellement moins marqués, puisque 30 à 40% des répondants rapportent cet accroissement des risques. Également, comme tu disais, référence Béatrix, cette augmentation prospective du budget santé-bien-être. Pourtant, l'année 2025 avait commencé avec, vous vous en souvenez, ces incendies hors normes qui avaient sévi à Los Angeles, avaient véritablement marqué les esprits par la combinaison des conditions météorologiques extrêmes, la densité de population également, et puis la vitesse totale inédite de propagation des foyers. La Grèce également avait subi, lors de l'été 2025, des records de chaleur, avec des températures dépassant les 45 degrés. En prospectif, par contre, le fait que la récente COP30, qui vient de se clore, ait passé l'évolution du climat comme un enjeu de santé publique globale, se fait véritablement écho de cette préoccupation de l'augmentation des risques et en corollaire d'une augmentation des budgets liés à leur maîtrise. Très bien. Alors, merci beaucoup. Et on voit bien que si l'année dernière, nous avions titré notre rapport « Un monde fragmenté », nous pourrions l'intituler cette année « Un monde fragmenté, des risques accélérés ». Ce sera en quelque sorte la synthèse de trois grandes tendances lourdes que nous allons maintenant regarder de plus près. La vitesse du changement, la superposition des crises et le climat d'incertitude dans lequel nous évoluons. Sur la vitesse du changement, Béatrix, Philippe, quelles sont les évolutions majeures identifiées par les entreprises au cours des 12 derniers mois? Oui, alors les réponses du sondage, telles qu'elles s'affichent à l'écran, démontrent qu'il est difficile pour les organisations de suivre la rapidité de ces changements et témoignent notamment d'un climat d'incertitude généralisé avec des risques qui sont plus imbriqués, plus volatiles et aussi de plus en plus complexes à appréhender. Et donc, dans ce contexte, un enjeu majeur pour les entreprises réside précisément dans leur capacité à répondre aux risques, mais surtout à l'anticiper. Et ceux qui parviennent à développer cette capacité d'anticipation renforceront leur résilience et leur réactivité, tandis que l'écart se creusera avec les organisations qui réagissent plus lentement. Et le temps ne joue en faveur de personne. De nouveaux défis apparaissent à un rythme qui laisse de nombreuses entreprises prises de court. Dans notre enquête, 57%, donc c'est à peu près 6 répondants sur 10, estiment que de nouveaux risques émergent plus vite qu'ils ne peuvent les gérer. Et pourtant, 74% indiquent que le délai pour prendre des décisions critiques en matière de risque se réduit de plus en plus. Donc, on fait face à une accélération qui impose de nouvelles exigences aux professionnels du risk management. 80% d'entre eux estiment que la capacité à détecter des risques plus rapidement leur donnerait un avantage compétitif. Donc, en résumé, on est dans une situation où la pression s'intensifie pour les organisations qui doivent désormais tenter de prédire, comprendre et répondre à un environnement des risques en constante évolution. Philippe? Alors évidemment, à l'ère des réseaux sociaux, l'information et la désinformation se propagent à une vitesse inédite. Mon cher Christophe, selon toi, à quelle vitesse les fake news se propagent-elles par rapport aux vraies informations? Je ne sais pas. Eh bien, écoute, selon une étude du MIT, les fake news se propageraient 6 fois plus vite par rapport aux véritables informations sur Twitter, donc il démontre bien que ce phénomène est une réalité et certainement amplifié par l'intelligence artificielle. Et on l'a vu entre 2020 et 2025, la multiplication des infox virales. On se souvient des faux remèdes miracles contre le Covid-19, les théories complotistes sur les vaccins, les allégations mensongères sur les traitements du cancer. On a vu récemment, en particulier, une chute rapide des taux de vaccination pour la rougeole liée à des campagnes de désinformation, en particulier aux États-Unis et en Argentine, ou un usage inapproprié de médicaments suite à des vidéos sur TikTok, sur les analogues du glucagon, GLP-1,
paracétamol ou des antihistaminiques en Europe centrale. Donc la montée de l'intelligence artificielle amplifie encore ce phénomène. Comme on le voit, Europol estime que d'ici 2026, jusqu'à 90% du contenu en ligne pourrait être généré par l'IA, rendant la fabrication des fausses nouvelles, en particulier des vidéos truquées de médecins, de scientifiques, à la fois aisées et totalement indétectables. Donc tout ceci se superpose aux autres crises sanitaires, climatiques, sociales, réelles, qui exacerbent leur impact. Et l'infodémie en ligne, vous vous souvenez de cette terminologie créée par l'OMS, cause des dommages hors ligne qui sont bien réels, en perturbant les écosystèmes d'information locaux, en décourageant les populations à se soigner ou en délégitimant les autorités sanitaires. Et cette prolifération de désinformation médicale crée une incertitude qui est délétère, en particulier dans la confiance aux sources officielles qui sont érodées. La parole de l'expert est défiée, et cette confiance, en particulier aux vaccins, sont altérées. Récemment, du mois de novembre, l'Amérique du Nord a perdu son statut de zone d'éradication de la rougeole qui lui a été confié par l'OMS du fait de la reprise de la transmission. Donc pour les décideurs que vous êtes, cette incertitude informationnelle complique la gestion de crise, comment prendre des décisions qui parfois peuvent être impopulaires quand une partie des personnes croient à des fake news qui suggèrent exactement de faire l'inverse. Et en matière sécuritaire, à l'instar de 2025, en 2026, le risque géopolitique continuera d'être omniprésent et source de défis sur le plan sécuritaire. Et 3 dynamiques principales sont à prendre en compte. La première, c'est la vitesse des recompositions géopolitiques qui s'accélèrent. Les alliances évoluent, les sphères d'influence se redessinent, les priorités diplomatiques des grandes puissances se transforment, ce qui modifie profondément l'environnement de risque. Et cela transforme les règles du jeu mondial en matière de commerce international, de conflit, de défense, d'alliance. Et tout évolue plus vite que ce à quoi les organisations étaient habituées. Et puis on a en deuxième caractéristique ce chevauchement des crises. Chez International SOS, vous nous avez beaucoup entendu parler les années passées du principe, du concept de la permacrise, donc cet état de crise permanent avec une multiplicité de crises qui se superposent, qui sont de nature également très, très différente. Donc, les risques sécuritaires sont étroitement liés désormais à d'autres types de perturbations, qu'elles soient politiques, logistiques, économiques, sociales, à l'échelle nationale, tout comme, bien sûr, à l'échelle internationale. Et puis, le troisième facteur, c'est l'incertitude. Cette incertitude, ce climat incertain qui grandit autour de ce nouveau paysage de risques qui fragilise la capacité des organisations à prévoir, à planifier, à se préparer efficacement aux événements sécuritaires. Donc cela signifie plusieurs choses très concrètes pour les entreprises. La première, c'est qu'elles doivent disposer d'une veille stratégique plus complète pour anticiper les ruptures et d'une capacité de réaction beaucoup plus rapide. Et fort des éléments, il faut également réinterroger nos croyances, des fondements qui semblaient véritables depuis des décennies, depuis notamment la fin de la guerre froide, puisque fondamentalement, les choses ont changé. Et donc, il faut revoir ces hypothèses sur lesquelles sont pour beaucoup construites les stratégies internationales, mais les stratégies tout court de nos entreprises, qui sont des hypothèses qui partent du postulat que les relations internationales sont profondément stables. Ce qui, on le voit bien, n'est plus du tout en phase avec la réalité, avec le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et donc, sur le plan international, on remarque aussi de plus en plus que la guerre conventionnelle n'est plus considérée comme un dernier recours. Elle tend même à primer sur la diplomatie traditionnelle. Regardez ce qui se passe actuellement dans la mer des Caraïbes, au large des côtes vénézuéliennes, et précisément à 160 km de celle-ci, Washington a déployé le plus important contingent militaire depuis la crise des missiles de Cuba. Regardez également des conflits latents, je pense aux conflits historiques entre la Thaïlande et le Cambodge, ou entre l'Inde et le Pakistan, et ailleurs, où des risques d'escalade se sont accrus. Et donc, cette dynamique continuera en 2026 avec un recours encore plus fréquent à cet usage dit légitime de la force.
et même en Europe et en France, le risque de conflit majeur est désormais explicite. On parle publiquement de scénarii d'affrontement direct dans les années à venir, qui est un scénario aujourd'hui considéré comme largement plausible, et ce qui entraîne une véritable restructuration des politiques de sécurité et de défense, avec un réarmement massif et des investissements en masse, notamment au sein de l'OTAN. Très bien. Alors, je vous propose maintenant d'approfondir donc le sujet que tu as commencé à évoquer, qui est celui de la superposition de crise, et qui correspond donc à la deuxième grande tendance identifiée par le rapport. Auparavant, on pouvait dire que, pour faire très rapide, que les équipes sécurité ou médicales des entreprises pouvaient prendre le temps de souffler un petit peu entre les crises, le temps d'analyse des incidents, le temps pour tirer les leçons avant que la crise suivante ne survienne. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les nouvelles menaces arrivent par vagues successives, se superposent et, semble-t-il, Béatrix et Philippe mettent à rude épreuve les organisations. Effectivement, les organisations sont confrontées à des risques sécuritaires multiples et simultanés, on l'a dit. Les événements émergent de plus en plus vite, ce qui oblige les entreprises à accélérer le processus de prise de décision, à hiérarchiser leurs actions et mobiliser leurs ressources dans des délais qui sont toujours plus courts. Les crises se superposent, un incident peut en déclencher d'autres, avec des effets directs, secondaires ou même tertiaires, mais qui se répondent et s'amplifient. Et la gestion de ces situations complexes exige de naviguer dans un environnement où l'évolution des risques est difficile à anticiper, tout en se préparant au prochain choc. Le phénomène qui aura contribué à marquer 2025 des manifestations dites de la Gen Z illustre parfaitement cette logique de superposition des risques. Les mouvements de protestation de la Gen Z ont émergé simultanément au Pérou, au Népal, au Maroc, à Madagascar. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été directement concernés. C'est un phénomène inédit pour les pays que je viens de citer, puisqu'ils n'avaient pas connu de mobilisation d'une telle ampleur. Et cette dynamique contribue à une érosion de la confiance dans les systèmes politiques traditionnels et crée un environnement où les risques se combinent et se propagent aussi beaucoup plus vite, et notamment avec le digital. Ces mouvements ne sont pas isolés, ils se superposent, ils s'influencent mutuellement et ils sont, tout porte à croire, amenés à se renforcer en 2026, notamment sur le continent africain et asiatique. Et on le sait, les élections sont des échéances à risque et mobilisatrices. Donc voilà, c'est une donnée qui sera importante à prendre en compte, à commencer avec l'Ouganda dès le mois de janvier. Et pour les entreprises, on l'a vu, les conséquences sont directes. Ces évolutions ont entraîné une augmentation des actions ciblant les organisations, encore une fois directement ou indirectement, mais avec des impacts immédiats sur la continuité des opérations, mais aussi sur la réputation. Et si l'on en revient maintenant à notre sondage, que l'on examine la perception des entreprises quant à leur capacité à gérer les risques, on a plusieurs tendances qui apparaissent. Donc, je vais commenter uniquement quelques statistiques marquantes ici. La première, et on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est qu'il existe un écart significatif entre les entreprises qui estiment être performantes et celles qui s'estiment sous-équipées en matière de capacité nécessaire pour anticiper les risques émergents. Il y a aussi un déficit d'accès à l'information exploitable, puisque 17% des répondants reconnaissent ne pas disposer d'un accès efficace à une information sensible au facteur temps. Et on sait à quel point ce type d'information sensible au facteur temps est absolument précieuse, incontournable lorsqu'il s'agit de prendre une décision en situation d'incident ou de crise. Et cela explique aussi pourquoi 23% déclarent ne pas parvenir à identifier les risques suffisamment tôt. Et puis, une donnée intéressante qui concerne l'intelligence artificielle, malgré l'intérêt marqué pour l'IA comme levier d'efficacité, les équipes sûreté n'apparaissent pas encore convaincues de la fiabilité de ces outils pour détecter les menaces, les filtrer, puisque 34% des répondants jugent leur performance faible en matière d'utilisation d'IA. Mais des éléments positifs sont également à noter. 40% des répondants estiment être efficaces pour partager l'information en interne, ce qui est un très bon point quand on sait le poids que peuvent prendre le principe des silos au sein d'une entreprise.
et ce qui est aussi une très bonne nouvelle pour rapidement mobiliser les équipes. Donc, il est important de mettre en place des processus qui sont standardisés, qui sont robustes, pour évaluer la qualité des informations, s'appuyer sur des partenaires qui sont capables de vous aider aussi à décrypter les enjeux et en tirer des actions calibrées. Et en matière de réactivité, plusieurs leviers apparaissent comme prioritaires pour les entreprises. En premier lieu, c'est, et on y revient, l'importance de pouvoir vérifier rapidement, de pouvoir rapidement confirmer une information, la fiabilité, la véracité d'une information à l'heure effectivement des intox qui prolifèrent pour pouvoir répondre aux nouveaux risques. Donc la capacité à valider la fiabilité des données, à distinguer ce qu'on aime appeler chez nous le signal du bruit, à réagir sans délai, est un levier clé incontournable de votre résilience. Et en parallèle, renforcer la collaboration transversale. Cela implique de former, de responsabiliser et d'outiller les équipes pour mieux identifier les problématiques, activer les processus d'escalade efficace et puis pour développer une résilience collective au sein de l'organisation. Alors, en ce qui concerne les facteurs déterminants dans la réaction rapide à l'émergence de nouveaux risques d'un point de vue santé, je retiendrai 2 points. Le premier, c'est relatif à la vérification rapide de l'information. On le sait, c'est une priorité absolument fondamentale en santé, dans les crises sanitaires, que ce soit les épidémies, les intoxications, le risque climatique ou les incidents environnementaux. La qualité de l'information conditionne des décisions qui sont vitales, à savoir le déclenchement ou non d'une alerte, l'information, la mobilisation de ressources, qu'elles soient médicales ou non, l'information des collaborateurs, également l'activation de plans de pandémie ou plans d'urgence. Et dans ce contexte d'infodémie auquel nous faisions référence auparavant, où circulent les rumeurs, les faux traitements de l'information, les fausses vidéos, la vérification rapide devient véritablement un acte de santé publique qui protège contre les paniques injustifiées, les comportements inadaptés, les retards dans les prises de décision, également les impacts psychologiques collectifs. Le deuxième point, il est lié, comme on le voit sur cette slide, sur l'identification de la mésinformation. On voit simplement 17% des répondants ont considéré que c'était un point important, et pourtant c'est un point faible. Il est majeur. Ce score montre que probablement beaucoup d'organisations sous-estiment le poids de la désinformation sur les comportements de santé. La désinformation reste un angle mort finalement, alors qu'elle influence massivement les comportements de santé. Souvenez-vous des comportements inappropriés lors du Covid. On le sait, en santé, la première réponse à un risque émergent n'est pas médicale, elle est informationnelle. Alors voyons désormais la comparaison sur cette matrice de la perception des risques en termes d'importance et en termes de performance. Elle met en évidence un écart critique entre l'importance perçue de certaines capacités en gestion des risques et le niveau réel de performance des organisations sur ces dimensions. Alors voyons les trois zones principales. En haut à droite, ce que je pourrais appeler la zone de confort, des actions comme la vérification rapide de l'information, le partage en interne, auquel tu faisais référence, Béatrix, la mobilisation des équipes, sont bien évaluées à la fois en importance et en performance. Donc ce sont des points solides sur lesquels il faut absolument capitaliser, mais ils ne suffisent pas si en amont, l'anticipation est faible. En miroir, en bas à gauche, on pourrait appeler cette zone une zone aveugle, où justement des outils prometteurs comme l'IA ont été identifiés pour la reconnaissance des risques, mais ils sont encore peu utilisés et sous-estimés. Donc c'est ici que peuvent émerger des leviers de progrès pour faire émerger ces signaux faibles auxquels tu faisais référence tout à l'heure. Et puis la dernière zone qui nous semble la plus importante en bas à droite, qui est peut-être une zone d'alerte, l'anticipation aux nouveaux risques et l'accès à l'information critique au bon moment sont considérés comme très importants par les répondants, mais ils sont peu maîtrisés opérationnellement. Et donc cela traduit un retard de préparation stratégique. On sait ce qui est vital, mais on ne sait pas encore si l'on est prêt. Philippe, tu viens de souligner l'importance de l'anticipation dans ces nouveaux risques, et pourtant, j'ai vu sur la slide précédente que seulement 21% des sondés considèrent que le changement climatique et les catastrophes naturelles, d'une façon générale, seulement sont l'un des principaux facteurs de perturbation de ce panorama de risque. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, ces phénomènes extrêmes récents ont véritablement
un impact, des impacts multidimensionnels qui se cumulent. Je prends par exemple les inondations survenues en Europe centrale en automne 2024, qui ont touché plusieurs pays simultanément, causant des dizaines de morts, des évacuations massives, des destructions d'infrastructures critiques et qui ont énormément perturbé les systèmes de santé locaux. Ces chocs climatiques peuvent survenir soit concomitamment, soit en cascade. Je prends l'exemple de la Grèce, pour les années 2023-2024, qui ont suivi de manière séquentielle des canicules, des feux de forêt et puis des inondations dans la même région liées à une tempête. Donc tout ceci complique seulement la réponse d'urgence et épuise les capacités de résilience. Et notre rapport le cite, notamment plus 63% de décès liés à la chaleur, en particulier depuis les années 90, et plus d'1 milliard de travailleurs qui sont exposés. Donc, ce changement climatique s'intensifie à un rythme qualifié d'effréné. Cette décennie que nous venons de vivre, 2015-2024, est la plus chaude jamais enregistrée. Et chaque fraction de degré accroît la violence, la fréquence des phénomènes extrêmes climatiques, que ce soit des vagues de chaleur, des cyclones, des sécheresses ou des incendies. Donc, en termes d'incertitude auxquelles on va faire référence tout à l'heure, eh bien, elle porte à la fois sur l'accès à l'information, l'accès aux données. On le sait maintenant, l'accès à certains programmes météorologiques, les données deviennent plus complexes. L'accès à des données liées aux ambassades américaines qui monitoraient ou monitorent peut-être toujours la qualité d'air dans les capitales dans lesquelles elles sont installées ne sont plus disponibles. Donc tout ceci donne moins de possibilités d'avoir accès à des sources des données de première information sur ces sujets. Mais il y a également l'incertitude sur les impacts futurs. Comme on le sait, l'impact, la localisation exacte de ces impacts sanitaires reste incertain et cela complique absolument la préparation des États, mais également des entreprises. Même si les scientifiques considèrent que ces situations extrêmes peuvent représenter une nouvelle normalité, eh bien, comment faire pour que ces données soient intégrées dans les plans de préparation de gestion de crise des entreprises compte tenu de ces marges d'incertitude. Donc tout ceci, on le comprend, ces perspectives en matière de santé eh bien, sont liées à cette évaluation du climat qui peut avoir des conséquences sanitaires qui sont aujourd'hui difficilement quantifiables, les maladies vectorielles émergentes, les vagues de chaleur, et pour lesquelles les entreprises ont absolument à prendre leur part de décision dès aujourd'hui en anticipation de cette évolution. Très bien. Alors, restons sur cette incertitude, puisque c'est la troisième grande tendance isolée par le rapport. Et Béatrice, dans les résultats du sondage, quels sont les facteurs qui contribuent le plus à cette hausse de l'incertitude? Alors, dans notre sondage, les principaux facteurs de perturbation cités par les entreprises placent les tensions géopolitiques en première position. Et ça, c'est très intéressant, puisque pour la première année, les tensions géopolitiques dépassent les préoccupations liées à la cybercriminalité, qui arrive en seconde position dans l'édition de cette année. La géopolitique influence désormais une multitude d'enjeux, l'accès au marché, la stabilité des chaînes d'approvisionnement, la sûreté des collaborateurs, mais aussi la réputation et la performance globale de l'entreprise. Donc cela montre à quel point il est devenu stratégique d'intégrer le risque géopolitique au cœur de la prise de décision et au niveau exécutif. Viennent ensuite, on l'a dit, la cybercriminalité, l'instabilité politique et économique. Ces risques ne sont ni exclusifs ni séquentiels, ils s'alimentent et se renforcent mutuellement. Et donc, à mesure que la vitesse d'apparition des menaces augmente, la rapidité avec laquelle les organisations peuvent identifier et y réagir devient un facteur de compétitivité. Et l'écart continuera de se creuser entre celles qui parviennent à prospérer dans un environnement complexe et celles qui peinent à s'adapter. Et les résultats de notre enquête le confirment. 37% des répondants estiment qu'une détection plus rapide des risques leur donnerait un avantage compétitif. Et paradoxalement, c'est aussi là où ils ont le moins confiance dans leur capacité d'identification précisément de ces risques. Donc, plusieurs freins en interne sont identifiés, une culture organisationnelle parfois peu agile, la complexité des procédures, une surcharge d'informations, ainsi que des contraintes qui sont liées aux ressources, et on le sait, des ressources qui évoluent donc beaucoup moins rapidement.
La mise en place de formations dédiées à la gestion des risques, à la gestion de crise, est perçue comme un levier important pour renforcer la confiance et la réactivité des équipes. Et à l'inverse, on l'a déjà un petit peu évoqué, l'usage de l'intelligence artificielle n'est cité que pour 14% des répondants comme un facteur susceptible d'améliorer leur efficacité. Et l'incertitude a fortement augmenté au cours de l'année écoulée, limitant la capacité des organisations à anticiper, planifier et se préparer efficacement aux crises. La situation sécuritaire se détériore dans les zones traditionnellement à haut risque, on pense au Sahel, mais aussi dans des pays considérés jusqu'ici comme stables. Prenons la Tanzanie en exemple, longtemps perçue comme l'un des pays les plus stables de l'Afrique de l'Est. Elle a basculé en quelques jours dans une période de troubles majeurs, suivant l'élection présidentielle de fin octobre. Barrages militaires, pénurie de carburant, perturbation massive des télécommunications, ensuite paralysé les grandes villes, ce qui a démontré, ce qui nous a rappelé à quel point une destination considérée comme stable peut rapidement devenir instable. Donc en somme, on a 3 grandes sources d'incertitude qui se cumulent. La géopolitique, on l'a évoqué, avec cette recomposition des alliances, l'évolution des zones d'influence, la réorientation de politiques étrangères des grandes puissances, les conflits et puis l'état des environnements sécuritaires dans lesquels nous opérons, avec cette dégradation continue de zones historiquement à risque, mais aussi de crises qui émergent dans des environnements auparavant considérés comme porteurs de risques plutôt faibles. Et puis toujours cette polarisation à l'échelle nationale avec des actions qui peuvent être directes contre les entreprises, des interférences étrangères, des mouvements sociaux, puis globalement une montée de la violence politique. Philippe, sur quel sujet sanitaire cette hausse d'incertitude, chiffrée à 66% dans notre sondage, s'applique-t-elle? Alors, plusieurs sujets évidemment. Pour reprendre un retour sur les maladies infectieuses anciennes, la tuberculose, le choléra ou autres maladies en recrudescence, eh bien, ces maladies qui ont pensé en déclin refont surface depuis quelques années, qui exacerbent de manière significative les inégalités de santé. Je prends l'exemple de la tuberculose. En 2023, vous avez 8 millions de personnes qui ont été nouvellement diagnostiquées et un peu plus de 1,3 million de personnes qui en sont décédées. Donc, ce qui fait que la tuberculose est redevenue, après le Covid, la première cause de mortalité par maladie infectieuse. Et ce retour en force s'explique par des effets superposés, à la fois la perturbation des systèmes de santé, encore une fois une des conséquences du Covid, qui ont retardé les dépistages et les traitements, mais également la pauvreté, la promiscuité qui favorisent encore aujourd'hui la transmission, même dans les pays à revenus élevés, où l'on observe une résurgence. C'est le cas en particulier des États-Unis, où le taux de tuberculose, qui était en baisse depuis une trentaine d'années, augmente de nouveau régulièrement. Donc ce monde fait aujourd'hui face à ces paradoxes. En particulier, on peut prendre l'exemple de l'alimentation, la dénutrition chronique qui coexiste avec une épidémie d'obésité. Vous avez 8% de la population mondiale qui souffre de dénutrition, qui souffre de cette absence d'alimentation appropriée, en parallèle avec 16% de la population mondiale qui est victime d'obésité également. Donc c'est un double fardeau nutritionnel qui se retrouve parfois au sein d'un même pays, au sein d'une même communauté, et qui explose à un rythme relativement alarmant. Alors, en ce qui concerne cette incertitude, l'évolution future de ces maladies est absolument difficile à prédire. D'une part, on a des progrès techniques qui existent, des nouveaux outils de diagnostic rapide. Encore une fois, le Covid a permis d'accélérer ces développements. Les futurs candidats vaccins qui peuvent freiner ces tendances. Un autre facteur préoccupant nécessite et mérite d'être présenté également, qui jette le doute sur le succès de cette évolution, c'est l'émergence de ce qu'on appelle des souches pharmacorésistantes, ces agents infectieux qui deviennent résistants aux traitements actuels. Et cette résistance aux antimicrobiens présente un risque sanitaire mondial qui est certainement peut-être un peu plus discret, mais aux conséquences profondes. Ça désigne la capacité d'un agent infectieux à devenir résistant aux antibiotiques ou aux antiviraux pour les virus. Et l'OMS alerte depuis plusieurs années sur cette crise silencieuse qui menace de rendre les infections courantes beaucoup plus difficiles, voire impossibles à traiter. Alors pour les employeurs, bien, cela signifie un risque accru lié à des blessures ou des infections banales
simple coupure infectée pourrait devenir dangereuse si les antibiotiques n'étaient plus efficaces et pourraient entraîner des traitements médicamenteux plus complexes, plus coûteux et également des absences plus nombreuses. Alors pour terminer ce panorama, peut-être je pourrais prendre le contre-pied, on a appelé ça perspective des risques, j'appellerai ça perspective des opportunités, et en vous présentant quelques points positifs. Et en effet, en dépit de ces défis, certaines tendances sanitaires évoluent favorablement, témoignent quand même d'une évolution des progrès susceptibles d'améliorer la santé globale. L'espérance de vie, qui est un bon indicateur, l'espérance de vie à la naissance, augmente de nouveau après le Covid. Elle est désormais de 73 ans,3 grâce certainement aux avancées médicales, à la vaccination et aux meilleures conditions de vie. On le voit également en termes de santé, la médecine de précision connaît un essor rapide qui ouvre la voie à des traitements plus efficaces et personnalisés. On l'a vu avec des percées très concrètes, la thérapie génique basée sur ce fameux ciseau génétique, le CRISP, contre une maladie héréditique génitaire qui s'appelle la drépanocytose, une forme d'anémie qui était autrefois incurable et qui est désormais traitable par cette technologie. On le voit également en oncologie où des vaccins personnalisés qui ciblent les tumeurs selon le système immunitaire du patient et ont des résultats qui sont prometteurs sur certains cancers qui étaient préalablement incurables. Donc, pour conclure et pour reprendre ce thème d'incertitude, de superposition et de vitesse, eh bien, ce rythme de ces innovations est impressionnant. Vous vous en souvenez, il a fallu moins d'1 an pour développer des vaccins Covid à ARN messager, seulement une dizaine d'années pour passer de la découverte de ce ciseau à ADN à ses premières applications cliniques. Eh bien, j'y vois une note d'optimisme dans cet océan d'incertitude. Un grand merci, Philippe, de finir, docteur Philippe, de finir sur cette touche positive. Un grand merci, Béatrix, de tout ton éclairage. En conclusion, et avant de prendre quelques questions, puisqu'on a la chance de tenir le chrono, donc on va avoir le temps de répondre à quelques questions, je résumerai en disant que l'on voit bien que nous évoluons désormais dans un monde où la volatilité n'est plus l'exception, mais véritablement l'environnement de notre travail quotidien. Les crises surgissent en nous surprenant, elles s'entrecroisent, parfois elles se renforcent, en tous les cas elles progressent plus vite, Béatrix a insisté dessus, que les organisations ne peuvent y répondre. Alors beaucoup d'entreprises se sentent dépassées et la pression croît sur les salariés. La véritable question n'est plus quels risques devons-nous gérer, mais plutôt à quelle vitesse sommes-nous capables de les détecter, de les comprendre et d'agir. Ce rapport nous invite à être tous conscients que la capacité à anticiper et à réagir rapidement n'est plus un atout, mais un véritable avantage stratégique pour protéger les salariés et bien sûr la continuité d'activité des entreprises, a fortiori dans un monde en compétition. Alors chez International SOS, nous intégrons cette dimension en investissant lourdement dans les nouvelles technologies de recueil, d'analyse et de diffusion de cette information pour mieux accompagner nos clients. Je m'adresse à nos clients, n'hésitez pas à vous tourner vers vos chargés de compte habituels pour être toujours très à jour de nos développements de façon à accompagner ces évolutions majeures. Je m'adresse maintenant à tout le monde en précisant qu'à l'écran, vous voyez que vous recevrez par retour de mail plusieurs choses. D'une part, l'enregistrement de ce webinaire et d'autre part, le rapport dont nous venons de parler pendant 3 quarts d'heure, ainsi que la carte des risques. Je précise aussi que vous pouvez veiller en début d'année 2026, la première semaine, la semaine du 6 janvier, à la parution d'un document qui est extrêmement apprécié depuis plusieurs années, c'est un document fait véritablement à l'échelle du Bureau de Paris sur les enjeux sécuritaires en 2026. Il est fait à Paris, mais il concerne évidemment le monde entier, et il fera l'objet d'un webinaire le 13 janvier. N'hésitez pas à le noter dans vos tablettes. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à participer à notre conférence annuelle ici à Paris, le 10 mars 2026. Vous pouvez d'ores et déjà, d'ailleurs, vous y inscrire sur le site internationalsos.fr et bien sûr, entre-temps, vous recevrez des invitations par mail. Voilà. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Alors, je vois qu'on a quelques questions, donc je vais les prendre.
La première sera peut-être pour toi, Philippe. Vous avez souligné la montée des risques psychosociaux avec des niveaux records d'épuisement professionnel. C'est un sujet sur lequel on nous interroge assez souvent. Pourtant, 17% des entreprises interrogées placent la santé mentale parmi leurs 3 préoccupations majeures seulement. Pourquoi ce décalage persiste-t-il et comment convaincre les directions générales qu'il s'agit d'un enjeu stratégique au-delà du simple volet RH? Alors, plusieurs éléments. Peut-être, pour commencer, le vocable, le label santé mentale n'est peut-être pas le bon en entreprise. Il fait certainement référence à un stigma ou en tout cas une perception erronée qui recouple ce vocable. Quand on parle de l'engagement, du bien-être des collaborateurs au-delà de leur propre santé, même si la dimension sanitaire est intégrale, santé physique et santé psychique et émotionnelle. Mais je pense que peut-être cette compréhension n'est pas perçue comme stratégique par certaines organisations. Elle est soit reléguée au vocable ou au domaine de prérogatives des ressources humaines. Parfois, elle est portée par les équipes santé, sécurité, environnement. Mais ce que l'on voit, c'est que dans notre expérience, quand elle n'est pas incarnée par une approche multidimensionnelle de plusieurs équipes, à la fois les ressources humaines, les responsables santé-sécurité, les directions médicales, parfois les directions de sécurité, qui voient la dimension sécuritaire d'un collaborateur émotionnellement stable et en bonne santé mentale, et bien tout ceci n'est pas considéré comme stratégique et pas considéré comme un enjeu de performance, d'engagement, de réputation également de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Autre question, ce sera peut-être plutôt pour toi, Béatrix, puisque tu accompagnes beaucoup d'entreprises en France et en Europe. De votre expérience, quel est le degré de prise en compte du risque géopolitique par les COMEX? Alors, c'est vrai que donc, il ressort dans notre sondage et dans les conversations qu'on peut avoir comme un des top risques identifiés par les organisations. Après, lorsqu'il s'agit de véritablement le prendre en compte, l'intégrer dans sa stratégie, l'intégrer dans ses plans de contingence, etc., le degré est extrêmement hétérogène. Donc, voilà, c'est très variable d'une entreprise à l'autre en fonction aussi de sa taille et des ressources qui peuvent être allouées précisément à la prise en compte de ce risque. En tout cas, s'il y a une réalité qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, la prise en compte de ce risque n'est plus une option. Et donc, il est essentiel que les COMEX, et vous jouez un rôle clé pour justement sensibiliser vos équipes dirigeantes sur ces sujets, mais il est essentiel qu'elles l'intègrent pleinement dans leur processus décisionnel. Et qu'on arrive à cesser de passer d'une logique qui est constamment en réaction à une logique véritablement d'anticipation. Et donc, ça se joue au niveau de la gouvernance, avec un renforcement des équipes sûreté, une dotation de capacité d'intelligence géopolitique. Et on voit aussi, alors on l'a vu beaucoup outre-Atlantique, mais la création de ce Chief Geopolitical Officer, à l'instar du Chief Security Officer, mais qui a ce rôle de conseiller auprès des COMEX. Mais en tout cas, c'est incontournable aujourd'hui que de cartographier l'exposition au risque de l'entreprise, de professionnaliser aussi la gestion des relations externes avec les gouvernements, les assureurs, les partenaires stratégiques, et puis tout simplement de mieux préparer sa réponse à la crise. Très bien, merci. Je vois une question qui ne précise pas si c'est d'ordre santé et sécurité, mais je pense qu'elle s'adresse à tous les deux et que vous allez pouvoir y répondre chacun à votre tour. Est-ce qu'il serait possible de faire cette évaluation sur le site? C'est une question qui est arrivée très tôt, hein. Je pense que ça, donc, c'est par rapport au risque, à l'évaluation des risques qu'on évoquait en tout début de webinaire. Donc, est-ce qu'il serait possible de faire cette évaluation sur les sites dont nous avons la responsabilité? Donc, il peut y avoir des réponses digitales, humaines. Béatrice, tu veux commencer? Oui, tout à fait. Alors, déjà, effectivement, via les outils qui sont mis à votre disposition pour exploiter le contenu sûreté, vous avez aussi une possibilité de personnaliser la manière dont vous percevez les risques et donc d'adapter au sein de ces outils. Et je pense notamment à la plateforme Manager Quantum. Vous avez cette possibilité de personnaliser les risques en fonction de l'exposition, de votre propre appétit au risque, etc. Après,
on peut aussi mener ensemble un travail très granulaire pour cartographier votre exposition. Très exactement, sur des sites très précis, des géographies particulières ou même des sites. Et donc, ça, c'est un travail que l'on fait régulièrement sous la casquette du consulting chez International SOS et sur lequel on peut vous accompagner. Je pense qu'il serait nécessaire de mieux comprendre l'objectif final recherché, mais absolument. Très bien. Philippe. Mais je dirais que la réponse est à peu près la même, elle est à la fois humaine et digitale. Oui. Et je dirais qu'en effet, pour avoir accès à cette information granulaire, la validation de ces données sur le terrain, en particulier en matière de santé, sur le niveau de ressources, l'accès, les procédures, l'exposition au risque, tout ceci est absolument nécessaire et peut être fait. Je dirais, bon an, mal an, nous conduisons une centaine d'évaluations de sites menées par les équipes consulting pour justement identifier à la fois l'environnement sanitaire, l'environnement de santé, mais la capacité d'un site à pouvoir gérer les événements qui correspondent à son profil de risque. Donc oui, tout à fait possible. Là encore, une question qui peut vous concerner tous les deux. Tout d'abord, bravo pour cette belle présentation. Mais écoutez, merci à celui qui a écrit la question. Une question qui concerne le manque d'utilisation de l'IA dans la détection des risques serait liée, selon moi, au manque de connaissance des capacités de ces nouvelles technologies et le manque de confiance. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un bon point. En effet, la technologie, disons-le, est relativement nouvelle. Comment en tirer parti? On le voit en ce qui concerne les informations de santé. L'utilisation de l'IA aujourd'hui se fait surtout à la fois dans le recueil des données et je dirais la validation référencée de ces données entre plusieurs sources pour pouvoir essayer d'en faire une synthèse. On a du mal à l'utiliser au-delà aujourd'hui, en particulier pour ce qui est des tendances prospectives, puisque justement, on n'a pas encore complètement confiance sur la capacité de l'IA à pouvoir, à partir des modèles, donner des données prédictives fiables, en tout cas à des horizons qui permettent à des décideurs de prendre des mesures appropriées. Donc, encore une fois, en faisant référence à la question précédente, bien évidemment, ce manque de confiance doit être comblé par l'humain et la capacité à vérifier de facto, des visu, la réalité d'un événement, d'une information sur le terrain. Oui, mais je rejoins l'analyse qui est faite et puis celle de Philippe. Je pense qu'effectivement, il y a un manque de connaissances, peut-être aussi de confiance dans ces outils et puis de ressources, parce que certains de ces outils sont coûteux. Et je pense, je pense que c'est le cas aussi dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de la sûreté, on reste encore très, très attaché à l'intelligence humaine et au rôle de l'analyste, justement, pour identifier, détecter, évaluer une menace. Une question sur laquelle, effectivement, on nous interroge de plus souvent. Vous avez mentionné plus 63% de décès liés à la chaleur depuis les années 90. Et plus d'1 milliard de travailleurs y sont exposés. Avec la probable évolution des réglementations, que devraient faire concrètement les entreprises françaises dès maintenant pour anticiper leurs obligations en matière de prévention du stress thermique? Alors, je dirais que c'est passé d'un niveau de prévention lié aux établissements, aux lieux et aux bâtiments à un niveau de prévention lié aux personnes. Encore une fois, on l'a vu pendant le Covid, rien ne fonctionnait puisque les bâtiments étaient là, mais pas les employés. Donc, je pense qu'il faut se projeter dans la même logique vis-à-vis de ce risque climatique, à savoir comment les organisations peuvent faire un suivi de leur exposition aux risques liés au changement climatique en matière de collaborateurs, l'exposition à la chaleur, les inondations, la sécheresse, la qualité de l'air, les maladies vectorielles, et à partir de cette cartographie, de pouvoir mettre en place des mesures d'anticipation à court et à moyen terme, comme on le fait aujourd'hui dans beaucoup de lieux. Donc, pour reprendre ce sujet d'évaluation des risques et des sites auxquels on faisait référence auparavant, c'est tout à fait, je dirais, dans nos prérogatives d'aider les organisations à pouvoir justement identifier dans certains sites, certains lieux qui sont plus vulnérables à cette évolution du climat, et bien en particulier comment non seulement anticiper, identifier ces risques, mais mettre en place des mesures telles que
le monitoring de la température, de la qualité de l'air, voire des masques si nécessaire, et de faire en sorte que les collaborateurs non seulement soient informés, soient formés également, et que des mesures soient en place pour gérer la survenue de ces événements qui sont parfois extrêmes, on le voit avec les vagues de chaleur ou les vagues de pollution atmosphérique. Très bien. Écoutez, merci pour les questions qui continuent d'arriver. Bonjour. Merci pour cette présentation très claire et instructive. Bon, merci au rédacteur qui est membre d'un cabinet de conseil et plateforme de formation en intelligence des risques et culture d'anticipation. Il se reconnaîtra. Sur votre graphique, pardon, l'anticipation des nouveaux risques et l'accès à des informations clés au moment critique apparaissent comme des domaines à forte importance mais faible performance. Selon vous, quel levier voyez-vous comme le plus efficace pour combler ce gap? Organisation, outils, formation, par exemple, via des exercices de wargaming informationnel et d'identification de signaux faibles porteurs de risques en vue de prévention des risques de crise. Pardon. Béatrice, peut-être? Oui, alors ce que vous soulevez, c'est le paradoxe que finalement a mis en exergue ce rapport, et puis les solutions que vous listez, que ce soit au niveau organisationnel, outillage, formation, wargaming, etc., sont effectivement des axes qu'il faut absolument explorer, mettre en pratique pour justement combler ce gap qui existe. Ce qui semble aussi extrêmement important, c'est de sensibiliser son top management, d'avoir on va dire leur adhésion à l'identification de cette problématique afin de lui donner plus de poids et donc plus de moyens aussi pour qu'elle soit véritablement et fondamentalement adressée. Très bien. Écoutez, il nous reste 3 minutes, donc on prend une dernière question. Alors que la désinformation constitue un enjeu majeur pour la prévention des risques, comment expliquer qu'elle reste encore un angle mort pour de nombreuses organisations et quelles solutions opérationnelles de vérification pourraient être davantage mobilisées? Philippe. Une question assez complexe. Pour la traiter très rapidement, je dirais que pour faire référence à ce qu'on disait préalablement, la vérification de visu à la source, autant faire se peut, est absolument nécessaire pour vérifier que l'information qui est remontée ou qui est colligée correspond à la réalité. Alors peut-être est-ce un état d'esprit de faire de chacun d'entre nous un émetteur d'informations fiable, validé à travers de la formation, de l'information, comprendre qu'en effet, accès à l'information le plus tôt possible, fait référence à la vitesse, mais également de qualité, est un enjeu de performance, peut-être même parfois de survie de certaines opérations. Donc je pense que c'est plus un état d'esprit, ne pas laisser l'accès à l'information et la validation de l'information à quelques personnes, ressources au sein d'une entreprise, mais peut-être faire de chacun des collaborateurs une source d'information la plus fiable possible pour partager ce souci de résilience et de maîtrise de l'information pour son propre entreprise. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, madame la Regional Security Manager. Et merci à tous de nous avoir suivis. Jennifer, je te rends la parole pour la minute 30 qui nous reste. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous pour votre participation. Comme Christophe l'a expliqué, vous recevrez tous les documents, l'enregistrement du webinaire, le rapport Risk Outlook, la carte des risques, ainsi qu'une invitation à nos prochains événements. Un très court questionnaire de satisfaction va apparaître sur votre écran. Nous vous demandons de prendre vraiment quelques secondes pour y répondre. C'est important pour nous pour améliorer la qualité des interventions qu'on vous propose. Et pour les personnes dont les questions n'ont pas pu être traitées pendant le webinaire, vous pourrez également les remettre dans le sondage et vous serez recontacté directement. Merci encore pour votre participation et merci à vous, Béatrix, Christophe et Philippe. C'était vraiment très intéressant. Très belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.